Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 à la une ce soir. Assemblée générale constitutive du groupement politique RHDP ce lundi. Des centaines de militants des partis membres de la coalition ont envahi l'hôtel Ivoire. Étaient également présents le président Alassane Ouattara et les leaders des partis politiques du RHDP. 6 595 899 électeurs sont inscrits sur la liste électorale après l'opération de révision qui s'est tenue du 18 au 24 juin dernier. La liste provisoire est disponible sur le site internet de la CEI. La période du contentieux s'ouvre le 25 juillet. À Boniérédougou, dans le département de Dabakala, un projet avicole a été mis en place par des personnes en situation de handicap réunies en association depuis 1998. Elles sont une cinquantaine et ce projet leur permet de se prendre en charge. Le champagne est servi dans les jardins de l'Élysée. 3000 personnes y ont été conviées pour une réception en l'honneur de l'équipe de France. Vainqueurs de la Coupe du Monde de football 2018, les Bleus sont arrivés à Paris il y a tout juste quelques heures, accueillis par une foule immense. Merci à tous de suivre le journal de RTI 1. L'Assemblée générale constitutive du RHDP, parti unifié, s'est tenue ce lundi 16 juillet. C'est au palais des congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire, que se sont retrouvés les partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président Alassane Ouattara est également présent à cette assemblée générale qui marque la création du parti unifié. La commission électorale indépendante CEI a publié la liste électorale provisoire après l'opération de révision 2018. 6 595 899 électeurs inscrits. La période du contentieux s'ouvre le 25 juillet et elle va durer une semaine. Herman Guivet. Du 18 au 24 juin 2018 dernier, une semaine pleine pour permettre à ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale et en âge d'y être de s'y inscrire. Nous avons reçu dans nos centres d'enrôlement 885 971 électeurs. Ceux qui étaient de la catégorie numéro 1 étaient au nombre de 525 244 et au niveau de la catégorie 2, nous en avons reçu 360 727. Ce qui fait un total de 885 971 électeurs que nous avons reçus, qui sont donc venus se faire enrôler. La liste électorale provisoire est désormais disponible, une liste qui peut être consultée par tous sur le site de la Commission électorale indépendante www.cei-ci.org. Nous avons commencé l'affichage et d'ici la semaine prochaine, tout le territoire sera couvert. Et chacun pourra donc aller dans son centre d'enrôlement pour vérifier leur inscription. Nous avons aujourd'hui une liste électorale provisoire dont le chiffre s'élève à 6 595 899 électeurs. Ce qui nous fait un accroissement provisoire par rapport à la liste définitive de 2016 de 277 588 électeurs. Place ensuite à l'ouverture du contentieux. Il s'agit par exemple pour chaque électeur de regarder sur la liste électorale et de s'assurer que tous ceux qui y figurent remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Du 25 juillet au 31 juillet inclus, nous ouvrons la période des réclamations. Et ensuite, toutes ces réclamations seront affichées les 1er et 2 août au siège de nos commissions électorales locales. Précision de taille. Tous ceux qui ne font pas partie des 885 971 électeurs qui sont venus se faire enrôler, soit pour un changement de lieu de vote ou bien alors pour s'inscrire nouvellement, doivent conserver leur carte d'électeur parce qu'elles sont toujours valables et que c'est avec ces cartes d'électeurs qu'ils pourront aller voter quand bientôt nous les convoquerons pour les élections locales. Au détail, une liste électorale provisoire constituée de 3 357 698 hommes pour 3 238 201 femmes.
Sur la région du Lodjibois, les habitants de la sous-préfecture de Yokoboué dans le département de Guitry ont désormais de l'eau potable en quantité suffisante. Une nouvelle station de traitement d'eau potable vient mettre fin à 34 années de pénurie d'eau potable et aussi à d'énormes difficultés d'approvisionnement au quotidien. Mamadou Kwasi. Yokoboué, sous-préfecture située sur l'axe Grand Laou Fresco dans la région du Lodjibois, était confronté depuis plusieurs décennies à une pénurie d'eau. Le château ne pouvait produire que 110 mètres cubes d'eau par jour pour une population estimée à plus de 8000 âmes, d'où le recours à l'eau de marigot ou de puits. On va au marigot à 4 h du matin, 5 h du matin, on ne dort pas, on va chercher de l'eau. Et puis on monte les côtes, on monte la côte. Ce n'est pas comme si la route est plate, on monte côte avec ce bidon-là. Tu peux faire 3 tours comme ça pour avoir de l'eau. Tu vas te laver, tes enfants vont se laver, ton mari va se laver, tu vas laver habillé comment? Vraiment, on a souffert à faire de l'eau là. Cette situation est devenue un lointain souvenir. Depuis quelques jours, les populations de ce village disposent de l'eau de qualité en abondance. Des travaux ont été réalisés par le gouvernement pour renforcer la capacité de production du château d'eau. Des travaux qui ont coûté 480 millions de francs CFA. Nous avons donc fait un autre forage qui nous permet donc d'avoir environ 14 mètres cubes heure, c'est-à-dire un peu plus de 280 mètres cubes jour. Et nous avons raccordé ce forage avec de l'électricité. Le château d'eau, comme il n'y avait pas de l'eau dedans, il s'est un peu dégradé. Nous l'avons réhabilité. Nous avons construit une nouvelle salle de traitement d'eau. Mais il ne suffit pas d'envoyer de l'eau dans le château. Il faut pouvoir distribuer cette eau dans Yokoboué. Pour cela, le chef d'État autorisé compose 11 km de canalisation dans Yokoboué. Ce qui fait que pour faire votre abonnement, vous avez de l'eau devant vos portes. Les populations heureuses ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, initiateur de ce projet. La vie à Yokoboué était difficile, ville pourtant facile d'accès et riche des opportunités de développement qu'elle offre. Chère population, je vous engage à en faire bon usage et d'être votre propre policier pour l'entretien et la surveillance des installations. Le nouveau ministre de l'Hydraulique a saisi l'occasion pour rassurer les populations de l'accompagnement du gouvernement à leur fournir de l'eau de qualité en quantité suffisante tous les jours. Pour lui, le projet L'eau pour tous va se poursuivre afin de renforcer les conditions de vie des populations en milieu rural. Avec mon équipe, nous serons à pied d'œuvre pour faire en sorte que le projet de L'eau pour tous, qui est caractérisé par la réalisation de 200 châteaux d'eau dans 200 sous-préfectures qui sont en souffrance, nous allons le réaliser dans les délais pour que les populations puissent accéder à l'eau potable dans les meilleures conditions. Parrain de la mise en service des ouvrages, le ministre Tédé Birahima Ouattara a rassuré également les populations de la région du Lodjibois de la volonté du président de la République à améliorer leurs conditions de vie. Et cela se traduit selon lui par les nombreux chantiers de développement ouverts dans cette région, dans le domaine de la route, de l'électricité et de l'addition en eau potable. Pour garantir tous ces investissements, le parrain invite à la cohésion et à l'union de tous les fils et filles de cette région de Côte d'Ivoire. Le président de la République reste disposé à travers le gouvernement à apporter à Yokoboué, à toutes les régions de Côte d'Ivoire, un mieux-être. Je voudrais vous demander, chère population de Yokoboué, de l'accompagner dans cette tâche. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion pour aller de l'avant. C'est le 7 avril 2017 que les travaux ont été lancés par le ministre Amédée Kofi Kwaku, alors ministre des Infrastructures économiques. Le château d'eau va desservir plusieurs autres villages de la sous-préfecture de Yokoboué. À Bonirédougou, dans le département de Dabakala, le problème n'est pas l'eau potable, mais bien les voies et moyens pour écouler la production avicole. Les personnes vivant avec un handicap et regroupées en associations arrivent à produire plus de 6000 têtes pour se prendre en charge. Plus de 50 personnes y travaillent en dépit de leur handicap. Elles arrivent ainsi à s'insérer socialement. Soro Corona.
Touré Massa est handicapé physique de naissance. Il tient aujourd'hui sur ses pieds grâce à la congrégation des filles de la Croix qui a financé une intervention chirurgicale à Bonois. Depuis 1998, il travaille à la ferme avicole de l'association des handicapés de Bouniredougou pour assurer son autonomie financière. Je partais à l'école, je faisais 4 pas de 7 km. En 90, je m'envoyais à Bonois, je m'ai opéré. La ferme a permis que chacun se suffise. Koulibaly Viviane, également handicapée, revend les œufs de la ferme. Je peux dire que je m'en sors parce que la maison où je dors, c'est la maison de la ferme. Et je vends aussi les œufs. J'arrive vraiment à subvenir à mes besoins. Je lance un message à mes frères et sœurs qui sont comme moi, de ne pas se laisser abattre. Ils n'ont qu'à avoir le courage de se battre. Koulibaly Éthiopie, elle est malentendante, s'occupe au quotidien de la salubrité de la ferme. Dans la sous-préfecture de Bouniredougou, les personnes vivant avec handicap croupissent encore sous le poids de nombreux préjugés et pesanteurs culturels. Leur marginalisation est à l'origine de la création de l'association des personnes vivant avec handicap. À Boniré et autour de Boniré, il y avait beaucoup d'handicapés. Et ces handicapés étaient souvent rejetés, puis laissés pour compte quoi. Et à partir de ce moment, elle a décidé de les regrouper et de faire quelque chose avec eux. Cette ferme constitue la principale source de revenus des membres de l'association. Ils ont un salaire ou une indemnité mensuelle. C'est ça, c'est selon leur travail qu'ils ont une rémunération mensuelle. La volonté de la congrégation des filles de la Croix de sortir les personnes vivant avec handicap de leur situation de précarité se heurte à la commercialisation de la production. À part Dabakala qui est proche de nous ici, sinon à Kachula, on a d'autres concurrents là-bas. Dans le mois de juin, juillet, août, vraiment c'est casse-tête. Il faut sortir, aller à Korogo, chose qui n'est pas vraiment facile avec l'état de la route. Des fois, on en casse beaucoup. La période des anacades, ça marche sans problème. Mais quand il y a l'anacade finie, on est dans les difficultés. Souvent, il y a des œufs qui sont pourris. L'association des personnes vivant avec handicap de Bouniredougou compte 50 membres dont les 2 tiers vivent des revenus de la ferme. Cette ferme avicole produit plus de 80 cartons d'œufs par jour. Elle a à ce jour plus de 6000 têtes de volailles. Lui n'a pas de production à écouler, mais une forêt à reboiser. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro invite la mairie à se joindre au district pour faire un site touristique. À Yamoussoukro, Guiglo est la parcelle de forêt classée par le président Félix Houphouët-Boigny. La première action concerne le reboisement de 3 hectares de cette parcelle. Chartatou. Guiglo, c'est le nom de cette parcelle de forêt créée par feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, en guise de souvenir de la forêt de l'ouest du pays, précisément celle du département de Guiglo où il a servi en tant que médecin. D'une superficie de 100 hectares, cette portion de forêt, non loin de sa résidence de Yamoussoukro, abritait les déjeuners champêtres de ses visiteurs de marque. Aujourd'hui, cette petite forêt est livrée à toutes sortes d'agressions qui risquent même de la faire disparaître. Une situation préoccupante, mais l'espoir renaît avec la vigilance de la direction régionale des eaux et forêts du Béguier. Ces responsables viennent d'introduire ce dossier dans leur programme d'activité de reboisement. Les bienfaits et services de la forêt sont nombreux et c'est grâce à leur interaction que nous avons un bon cadre de vie. Une journée de planting d'arbres à leur actif. Objectif, sensibiliser les populations, surtout les acteurs de la filière bois et les autorités locales de Yamoussoukro au reboisement en faveur de la réhabilitation de la forêt de Guiglo. J'invite la mairie et le district à faire en sorte que Guiglo devienne un lieu de villégiature. Les gens ne viendront plus voir que la basilique ou l'INP ou la maison de Houphouët-Boigny. Ils voudraient se promener aussi dans la forêt de Guiglo. Moi-même, je vais m'ajouter sous la mairie et le district. Et on va trouver tous les moyens pour pouvoir préserver ces forêts et ne sera pas détruite. L'opération du reboisement de Guiglo va s'effectuer progressivement sur 3 hectares. Les passations de charges se poursuivent après la formation du nouveau gouvernement ivoirien.
Bakayoko Liramata cède son fauteuil à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au ministre Albert Mabritois-Keus. La passation des charges a permis à Bakayoko Liramata de dresser un bilan qui va permettre au nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de poursuivre les chantiers entamés et même d'aller plus loin en vue d'améliorer le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Bakayoko Liramata, elle, gère désormais le portefeuille ministériel de la femme, de la famille et de l'enfant. Dans le monde de l'économie, une rencontre internationale s'est ouverte ce lundi à Abidjan. La première réunion du comité de pilotage chargé de la relecture et de la mise à jour du manuel de vérification à l'usage des cours de compte de l'UEMOA. Et c'est le début d'un processus. Il devra aboutir sur l'harmonisation des procédures et des normes de contrôle en vigueur dans tout l'espace communautaire ouest africain. Jean-Luc Bangbo. Le projet confié à ce comité de pilotage est d'arriver à harmoniser toutes les procédures de contrôle et de fixer des normes communes de contrôle à l'usage des cours des comptes de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après évaluation de notre environnement, nous avions constaté d'une part une diversité dans les procédures de contrôle d'une juridiction financière nationale à une autre. Nous avions aussi constaté l'inexistence de manuels de référence de contrôle au niveau de certaines cours des comptes de l'UEMOA. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice des citoyens, des usagers et des contribuables, mais également d'instaurer une véritable transparence dans la gestion publique. Le contrôle est normé. Et une norme, pour qu'elle soit acceptée, il faut que plus ou moins tout le monde participe à l'élaboration de la norme. C'est pour ça que tous les pays de l'UEMOA sont réunis ici. Ensemble, nous allons revisiter nos guides actuels qui datent de 2005. Donc il faut que nous nous asseyions ensemble pour voir comment nous allons contrôler de manière harmonieuse, de manière coordonnée la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est une juridiction qui est chargée notamment de juger la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l'État, de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. À New York, aux Nations Unies, le nouveau représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU a présenté ses lettres de créance au secrétaire général de l'institution, Antonio Guterres. L'ambassadeur Adam Kakou Oudja succède à Bernard Tano Bouchoué, décédé le 18 avril dernier. Le nouveau représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies a une expérience de plus de 40 années dans la diplomatie. Nommé le 27 juin dernier, il porte désormais la voix de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Lutte contre le terrorisme, l'Institut de stratégie et la Fondation Konrad Adenauer forment les jeunes leaders d'Afrique subsaharienne sur les enjeux sécuritaires dans la sous-région. Au centre de la deuxième édition de l'Université libre de géopolitique, les stratégies de lutte contre le terrorisme. Serge Coléa. L'Afrique est devenue une cible de choix pour les terroristes. Selon une étude récente, plus de 52 000 djihadistes sont actifs sur le continent. Une menace qui évolue de façon croissante depuis 2001. Comment freiner cette situation? L'Institut de stratégie prévoit des actions de lutte qui pourraient endiguer le phénomène d'ici à 2040. D'où l'intérêt de la deuxième édition de l'Université de géopolitique qui met en relation changement climatique, attaques terroristes et enjeux économiques. On réalise que dans notre espace, le terrorisme prospère dans des contrées où il y a eu changement de climat, où le climat n'arrive pas à faire face aux besoins des populations locales. Alors les populations appauvries qui ne sentent pas la main de l'État se laissent influencer par les discours radicaux. Comment il faut lutter contre le changement climatique de sorte à pouvoir lutter contre le terrorisme? Comment tarir les sources du financement du terrorisme en Afrique?
Ils ont des grands moyens. Comment lutter contre ces moyens-là de sorte à ce qu'il n'y ait pas toujours les moyens de frapper nos États. Une vingtaine de jeunes leaders venus de la sous-région ouest africaine participent à cette session de formation. Ces jeunes-là viennent passer une semaine dans nos locaux ici, où ils reçoivent des enseignements, ils reçoivent un certain nombre d'informations pour, au-delà des acquis qu'ils ont, pour qu'ils puissent avoir cette capacité d'anticipation, cette capacité de prévision sur un certain nombre de préoccupations, notamment la question de la sécurité, la question de la prévention de la radicalisation. L'Université des géopolitiques est soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Tout comme la lutte contre le terrorisme, la bataille contre le VIH-Sida mobilise autant les ressources humaines que matérielles. Sous l'égide du Fonds mondial et d'expertise France, les acteurs de la lutte contre le sida, le paludisme et aussi la tuberculose ont reçu des outils supplémentaires afin d'être beaucoup plus opérationnels et aussi améliorer la qualité des soins. Franck Quadio. Dans cette ONG de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose, aujourd'hui encore, tout se passe normalement. Réception du patient, entretien, puis le compte-rendu est fait au premier responsable de la structure. Il n'y a pas eu de rupture aujourd'hui. Pour le palu, il n'y a pas eu de rupture? Non. À n'importe quelle la journée, elle me fait le point des patients qu'elle a reçus et elle se charge de voir si les médicaments sont effectivement disponibles à la pharmacie. Voilà. Les médicaments du VIH, les médicaments de la tuberculose, les médicaments du palu, qui sont des médicaments gratuits en Côte d'Ivoire. Veiller à ce qu'il n'y ait jamais de rupture de stock. Ces communautaires sont des observatoires, des structures de veille essentielles dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Tellement essentielles que les bailleurs, Fonds mondial et Expertise France ont décidé aujourd'hui de renforcer les actions de ceux des pays francophones, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On sentait qu'il y avait la nécessité d'abord de faire échanger les acteurs entre eux, parce que même s'ils s'appellent tous observatoires, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Les communautaires, ils ont tendance à ne pas écrire. Ils essaient des choses, ils mettent en place des interventions relativement innovantes, et ensuite ils se les transmettent. Mais il n'y a pas du tout de transmission écrite, il n'y a pas de mémoire sur ce que font les communautaires. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. On a du financement pour ça, bien sûr. Comment améliorer les méthodologies de collecte d'informations, comment rendre les observatoires plus accessibles et comment assurer très rapidement la rétro-information. Autant de questions qui ont été passées en revue à cette réunion de Grand Bassam. On a eu des personnes qui ont développé des observatoires très performants sur lesquels on va s'inspirer, notamment beaucoup avec l'utilisation des applications qui fonctionnent hors ligne et qui retransmettent les données dès qu'il y a une connexion. À cette rencontre qui a duré 3 jours, il a été aussi question de pérenniser les acquis tels l'autonomie et l'indépendance des observatoires. Améliorer la qualité des soins pour les acteurs du domaine sanitaire, améliorer la qualité d'écoute et le niveau de la connexion Internet pour les structures de régulation du secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest. Il s'agit essentiellement pour ces professionnels des télécommunications réunis ici à Abidjan de s'approprier les normes internationales en vigueur dans le domaine. Mahama Traoré. Les régulateurs de l'Afrique de l'Ouest le reconnaissent. La qualité des services de télécommunication laisse à désirer. Avant d'être régulateur, nous sommes d'abord le consommateur de services de TIC. Il n'est pas aisé de maintenir, ou même si on arrive à réussir au cours d'une seule tentative à avoir une communication efficace, ce n'est pas évident de la maintenir pendant aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Des désagréments alors que le secteur connaît un essor fulgurant. Pour mieux satisfaire les usagers, l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, se met à la tâche. Elle veut implémenter les nouvelles normes liées à la gestion de la qualité de service et à la qualité d'expérience chez les régulateurs des 15 pays membres, ce avec le concours de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs du développement des TIC demeure la fourniture aux populations de services de télécommunications TIC de très bonne qualité pour satisfaire au mieux leurs besoins. Et l'autre, c'est la qualité d'expérience qui se définit comme le niveau de qualité dont les utilisateurs estiment avoir bénéficié. Donc, appréciation.
Experts et régulateurs de l'Afrique de l'Ouest sont donc réunis à Abidjan pour un échange d'expériences qui va durer 4 jours. Une rencontre qui devrait améliorer la qualité des appels téléphoniques, des données mobiles et autres services TIC dans un avenir proche. À l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique, l'actualité, c'est le 5e forum de renforcement des capacités du public et privé. Il est destiné aux personnes qui exercent déjà et qui renforcent leurs capacités pendant 3 à 5 ans au sein même de l'Institut. Le reportage est signé Nelly Ouandoué et Serge Coléa. Émissions télé, projets d'invention, exposés thématiques ont constitué l'essentiel du menu de ce forum dit de renforcement des capacités du public et du privé. Il est destiné aux étudiants en fin de cycle de master et licence professionnelle en régime de cours du soir à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Il s'est agi pour eux de démontrer leur savoir-faire à l'issue des pratiques professionnelles. Nous croyons que ça nous a beaucoup apporté parce qu'après la théorie, il y a la pratique et il est bon d'être pratique avant d'intégrer l'entreprise. J'avoue que durant ces 2 années consécutives, ça a été pour nous un travail. On travaille avec nos professeurs, nos encadreurs qui étaient là pour nous accompagner. Et je vous assure que c'est une plus-value pour nous qui sommes déjà en plein exercice. Pour Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC Polytechnique, ce forum vise à valoriser les connaissances des professionnels qui viennent remettre leurs compétences au goût du jour. Si les étudiants viennent exposer leur savoir-faire, c'est bien parce que nous pensons qu'ils sont capables de rentrer dans la vie active. C'est qu'ils sont capables d'être opérationnels une fois en entreprise. C'est une manière de dire qu'ils sont prêts. Ce forum de renforcement des capacités du public et du privé vient mettre fin aux journées scientifiques organisées par l'ISTC Polytechnique. Et revenons sur la rencontre qui marque l'actualité politique de ce jour. L'Assemblée générale constitutive du RHDP, parti unifié, qui s'est tenue ce lundi. Gabriel Zani. Que de tractations politiques pour en arriver à cette étape qui consacre la création du parti unifié RHDP. Nous les OFOETIS, nous consacrons le temps utile au dialogue. Et donc au niveau du RHDP, nous avions entamé tout un processus depuis le 18 mai 2005 qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui ira certainement jusqu'à sa conclusion attendue par tous, c'est-à-dire un grand parti unifié. Avec ce travail abattu pour instaurer, refaire revenir la paix, la stabilité et amorcer un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, il s'est avéré impérieux de continuer cette union des enfants de Houphouët-Boigny. Les leaders de 5 formations politiques du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix sont présents dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire pour apposer leur signature sur les documents attestant la mise en place des organes constitutifs du parti unifié, sauf le PDCI, l'autre grand allié. Pour les pro-RHDP, la présence de ces émissaires PDCistes augure de bons lendemains entre les alliés. Que tout le monde ne peut pas aller au même rythme, mais il faut bien qu'on fasse avancer les choses. Et le président Ouattara a vu juste, en tirant cette machine RHDP et en bénéficiant du soutien de la majorité des hauts cadres et des militants du RHDP, des partis membres du RHDP. C'est ensemble qu'on gagne toujours. Peut-être que c'est un temps d'observation, mais je pense que ceux qui hésitent encore vont rejoindre la grande famille. À cette assemblée générale constitutive, des cadres du PDCI, notamment Kobena Kwasi Adjoumani, Félix Anoblé, fondateur de mouvements et de plateformes favorables au parti unifié. D'abord, nous sommes des militants du PDCI-RDA. À l'occasion du bureau politique du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a fait une précision de taille. Il a dit qu'il y avait dans la salle des militants pro-RHDP et des militants anti-RHDP. Moi, Adjoumani particulièrement, je fais partie des militants pro-RHDP.
Le président Henri Konan Bédié reste pour nous un père, un modèle, un guide. Il est le premier qui a signé l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Et en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, nous avons décidé d'être membre du RHDP. Nous y allons et nous sommes sûrs, les autres nous suivront après. La tenue de cette assemblée générale intervient dans un contexte tendu entre les principaux partis au pouvoir, notamment le RDR et le PDCI, mais les autres alliés sont confiants quant à la réunification définitive des héritiers d'Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara était présent à cette assemblée générale qui marque donc la création du parti unifié. Nous l'écoutons. Cette assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP qui se tient aujourd'hui vient consolider cet élan. C'est un acte important, cohérent, avec la volonté que nous avons manifestée ensemble depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous sommes ensemble. 13 ans. J'apprends ici et là, en lisant les livres de psychologie, qu'en général, les mariages ont des problèmes tous les 7 ans. Alors, nous avons passé facilement les 7 premières années. Alors, c'est la deuxième tranche, bientôt la 14e année. Mais nous devons rester ensemble. Ce mariage, pas de divorce. Et pendant ce temps, les joueurs de l'équipe de France, vainqueurs de la Coupe du Monde de football 2018, sont arrivés à Paris il y a tout juste quelques heures. Une foule immense s'est massée depuis l'aéroport jusqu'aux Champs-Élysées où l'équipe les a salués depuis le toit de l'autobus avec en prime un défilé aérien haut en couleur de la patrouille de France. Ensuite, rencontre avec Emmanuel Macron pour les joueurs et leurs familles. 3000 personnes ont été conviées dans les jardins de l'Élysée pour une réception en l'honneur de l'équipe de France. Et les Bleus vont recevoir la Légion d'honneur. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1. Bonsoir.